Block Invest. Parlons investissement tout simplement. « 2022, année fiscale record », c'est ce qu'on constate à la lecture du dernier rapport de la Direction générale des finances publiques. Des niveaux records avec 450 milliards d'euros récupérés en 2022. Barthélémy Philippe. Oui, un montant astronomique en augmentation de 12% sur un an. Pour vous donner une idée, c'est plus que le budget militaire de la France sur la période 2024-2030. Le premier impôt de France, c'est la TVA, bien sûr, 171 milliards d'euros. En 2022, vient ensuite l'impôt sur le revenu qui a rapporté 110 milliards d'euros. Et là aussi, ça augmente. L'économiste Mathieu Plane. L'inflation a pu jouer un rôle, impacter positivement les rentrées fiscales. Mais c'est surtout lié potentiellement à la distribution des revenus. Si les revenus plutôt des tranches supérieures ont augmenté plus vite que les autres, vous pouvez avoir des rentrées fiscales importantes. Effectivement, il y a eu des revenus qui ont augmenté. Il y a eu des hausses de salaires qui ont été assez significatives. Le revers de la médaille, c'est que le niveau des prélèvements obligatoires explose à 45% du produit intérieur brut. C'est du jamais vu. Résultat des courses, les 50 milliards d'euros de baisse d'impôts du premier quinquennat Macron passent quasiment inaperçus. Selon un récent sondage, près d'un Français sur deux estime que les impôts ont augmenté depuis 2017. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici on parle d'investissement et d'immobilier et aujourd'hui nous allons parler de recettes fiscales. Nous allons parler aussi des nouveaux risques liés à la loi climat et résilience comme d'habitude. Ensuite nous allons parler un tout petit peu de méthodes d'apprentissage qui pourront te permettre de voir venir les choses en temps de crise et aussi de te permettre de repérer des locataires qui ont tendance à ne pas payer avant de les mettre en location. Tu as ton instinct ou alors tu as le fait d'apprendre. Et pour ça, tu as plusieurs méthodes. Bien, comme d'habitude, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier. Je vis uniquement de mes biens immo. Alors, entre parenthèses, sauf en ce moment, je bosse pour, si tu veux voir les raisons, tu n'as qu'à écouter, je t'invite à écouter le précédent podcast. Donc, grosso merdo, cette parenthèse, elle se ferme dans 2 mois. Et pour terminer, si tu as des questions à me poser, tu n'hésites pas, tu vas sur mon Insta Lock Invest et je serai ravi d'y répondre et cela aussi me permet moi-même de faire mes recherches et d'apprendre. Alors, 88 milliards, je vais commencer par ça. 88 milliards d'euros, ce sont les recettes liées à la propriété de France que perçoivent l'État. Et oui, donc nous, propriétaires, aussi bien particuliers que bailleurs, nous rapportons à l'État 88 milliards à l'année. Alors là, c'était un record en 2022. Évidemment, en ce moment, les ventes des biens immobiliers s'effondrent sur 2023. Donc au moment où je fais ce podcast, nous sommes en septembre 2023. Et d'après l'INSEE, nous sommes déjà en retard de 14 milliards. Et évidemment, tout ça est lié à cause de la montée des taux et de l'inflation. Donc, en gros, c'est l'inflation qui fait qu'on décide de monter les taux pour la ralentir. Et l'inflation vient du Covid, alors pas de la maladie, mais du fait que l'on est débloqué tellement de sous. Alors ça, c'est quelque chose quand même que personnellement, j'avais déjà vu arriver. Entre investisseurs, on voyait le truc arriver 2 ans avant, on se dit maintenant, on va avoir une super inflation. Mais dans combien de temps elle va arriver ? Félicitations, on est en plein dedans. Et troisième petit point aussi, si le marché est aussi tendu, qu'il y a beaucoup moins de ventes, c'est à cause de la loi climat et résilience et les DPE. On t'oblige à faire des travaux, mais la majorité des propriétaires, comme j'ai déjà expliqué dans un ancien podcast, sont propriétaires d'un seul bien, font partir de la classe ouvrière et la grande majorité qui sont classés E, F et G n'ont pas assez d'argent pour rénover leurs biens. Ils décident de vendre, mais le petit souci, c'est qu'il leur faut le prix d'aujourd'hui n'est pas le prix d'hier. Vu que la montée des taux, les prix évidemment diminuent et donc le marché est en train de se geler. Et qui dit marché qui se grippe comme ça, dit moins de recettes fiscales pour l'État.
Donc là, on est en train de doucement péricliter au niveau du marché immobilier. Bon, il y a encore quand même quelques ventes. Moi, je les vois encore autour de moi, mais évidemment, comme prévu, les biens immobiliers sont en train de descendre. Et donc, en parlant de ces fameux DPE qui nous enquiquinent un peu, enfin, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Mais j'aimerais attirer ton attention sur une petite chose dont je t'ai parlé sur le précédent podcast où je t'ai raconté en gros l'histoire de la réunion sur la copropriété. Alors, si tu ne l'as pas écouté, je te fais un bref résumé. J'ai eu une réunion de copropriété. Une personne qui faisait les DPE dans tout l'immeuble était présente et avec son logiciel nous apprenait tout simplement que si on mettait tout simplement une pompe à chaleur, l'appartement du président de la copro qui est classé en G passait automatiquement en D. Donc félicitations, ça veut dire que ton bien il est toujours insalubre, mais vu que tu as une pompe à chaleur, eh bien félicitations, tu peux le louer jusqu'à que la loi change ou que le DPE décide le logiciel de encore changer. Parce que oui, le DPE que tu vois actuellement n'était pas le DPE, je dirais, originel. Parce que le DPE d'origine, en fait, te mettait, par exemple, tous les biens sur Paris insalubres. Donc ils ont dû le modifier. Il est pas parfait, en fait non, il est complètement même imparfait, mais d'ici là qu'il le change, apparemment le gouvernement ne veut toujours pas changer les dates ni rien, mais bon, adviendra qui pourra. Tout ça pour te dire que si tu mettais une pompe à chaleur, en gros tu dépensais 2000 €, et félicitations, tu passes de G à D. Donc quand tu te rends compte que tu as ça, eh bien évidemment tu as beaucoup de propriétaires qui vont avoir exactement la même idée. Tu dis attends, pourquoi est-ce que je ferais l'isolation par l'extérieur? J'ai juste à mettre une pompe à chaleur, ça me coûte 2000 € et après on n'en parle plus du tout et je serai légalement en droit de louer et on ne me dira rien. Eh bien, malheur à toi et à nous tous propriétaires, c'est que le magazine 25 millions de propriétaires nous a rapporté que l'unité extérieure, alors si tu vas pas commencer une pompe à chaleur, c'est tout simple, c'est comme une clim, tu as une unité extérieure, c'est une grosse caisse avec un ventilo dehors, et ensuite tu as les tuyaux qui rentrent jusqu'à l'intérieur de l'appartement, et ça en gros c'est ta pompe à chaleur. Alors oui je sais, je schématise, il y en a qui vont me dire non c'est pas exactement ça, mais le sujet principal dont je veux te parler, c'est seulement de la caisse extérieure. Dans le fonctionnement, on s'en fout. Donc bref, petit souci, donc comme je te disais que le magazine 25 millions de propriétaires nous a rapporté, c'est que le niveau généré, le niveau acoustique de cette fameuse caisse, donc le ventilateur, est de 65 décibels, enfin peut monter jusqu'à un maximum jusqu'à 65 décibels. Donc si tu ne sais pas à quoi ressemble 65 décibels, c'est comme si tu étais au bord d'une rue passante. Donc si tu avais des voitures qui passaient tout le temps devant ta fenêtre. Alors quand tu en as une, à la limite ça va, tu t'éloignes, tout va bien j'ai envie de dire, mais si tout le monde le fait, le problème c'est que il va y avoir énormément de bruit dans la rue. Alors que légalement, la loi ne t'autorise une nuisance sonore que jusqu'à 30 décibels. Voilà où est le plus gros problème. Donc si tout le monde commence à te mettre des pompes à chaleur partout, alors qu'elles sont à 65 décibels, évidemment on va te dire non attendez, vous n'avez pas le droit. Surtout si tu commences à le mettre au-dessus du voisin, légalement il a le droit de dire attendez non, le voisin il a installé ça, il n'a pas le droit, je porte plainte et puis je lui fais enlever. Alors, il y a quand même une solution, c'est que tu peux mettre des pompes à chaleur pack, qu'on appelle ça, qui peuvent aller jusqu'à maximum 32 décibels. Alors, tu vas me dire, oui, 32, c'est quand même au-dessus de 30, mais à chaque fois que tu doubles la distance entre le caisson et toi, ça diminue le bruit de 6 décibels. Mais à contrepartie, évidemment, si tout le monde le fait, il va y avoir une accumulation de bruit, et en gros, tu vas avoir un bourdonnement perpétuel, et ça peut évidemment devenir très gênant. Donc félicitations, grâce à cette loi climat et résilience, nous allons tous avoir des pompes à chaleur, mais on sera tous devenus sourds. Bon, et évidemment j'exagère, mais tu vois un peu les contradictions qu'il y a avec la loi, parce que par exemple on te demande de faire l'isolation, mais à contrario, quand tu peux pas faire l'isolation parce que c'est un studio et qu'ensuite tu descends en dessous des 9 mètres carrés, pour ceux qui ont ce type d'appartement, eh bien, la mairie ne va pas t'autoriser à changer les façades, du coup, à faire l'isolation à l'extérieur. Et donc, en fait, dans tous les cas, tu deviens hors la loi. Donc,
on sait ce qui se passe, les gens continuent à louer en G. Et qu'est-ce qui leur arrivera? Pas grand-chose évidemment parce que nous sommes en France et c'est que sous le coup de la délation que ces choses fonctionnent. Bon après attention, la copro c'est un moyen assez simple de faire la délation parce que les gens vont vouloir vérifier entre eux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Retiens bien une chose, c'est que les particuliers, alors quand je parle de particuliers, c'est des gens qui achètent sans vraiment se former, qui sont peut-être de futurs vendeurs, ont tendance à surréagir aux annonces du gouvernement et aux crises. Donc en fait, il y a énormément d'émotionnel là-dedans, parce que quand tu n'es pas formé, tu ne sais pas vraiment où c'est que tu vas aller. Alors que quand tu es formé, quand tu vois des crises, même surtout ceux qui sont en bourse, je vois en fait du jour au lendemain, attends, j'ai perdu tant d'euros et tout ça, qu'est-ce que je fais? Ils vendent au pire moment et là en fait ça va être exactement la même chose dans l'immobilier. Donc ces annonces du gouvernement risquent de les faire paniquer. Donc là je te parle du coup du DPE, ils vont se dire ça y est, je peux plus louer, je ne peux plus rien faire. Donc tout le monde va vouloir faire des achats de pompes à chaleur. Donc tout le monde risque aussi de le faire au dernier moment parce qu'évidemment ce n'est jamais le bon moment de sortir de l'argent et donc si tu dis aux gens vous êtes obligés de sortir de l'argent, donc il va y avoir je pense une sorte d'effet mouton. C'est ce qui arrive à chaque fois. Le prix des pompes à chaleur va exploser. Moi j'ai un ami plombier, il se fait 2000 euros de marge à la journée rien qu'avec les pompes à chaleur, donc autant te dire qu'il est très content de les installer. L'État, qu'est-ce qu'il va dire? Attendez, vu que vous n'êtes pas responsable, nous on vous taxe pour vous redonner un peu d'argent, et donc on va vous donner des aides. Et ces aides, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être tellement mal utilisées que, évidemment, on va te faire payer beaucoup plus cher que vraiment ce que ça vaut. Et ensuite, il y aura des arnaques. Donc, à retenir que sur les 88 milliards que l'État encaisse grâce au logement, en fait, il te rétrocède que 38 milliards. Donc, en fait, ça représente 43,18%. Donc, c'est comme si sur la taxe foncière que tu payes, sur les 1000 euros que tu payes, on va te redonner 431 euros. Donc, en gros, sur la totalité de ce que l'État perçoit, ça représente, les 88 milliards représentent 20%, en gros, du chiffre d'affaires de notre super État. À comparer, la TVA, qui est du coup la taxe qui rapporte le plus à la France, représente 38%. Donc tu vois qu'il n'y a que 18% de différence. Donc en gros, c'est pratiquement le double. Mais attention, sur les 38 milliards qui te redonnent, enfin soi-disant, qui redonnent aux particuliers, là, ce n'est pas forcément sous forme d'aide, parce que bon, c'est tellement opaque que tu n'arrives pas à trouver comment l'argent est utilisé en France. On te donne juste les pourcentages, mais je pense qu'il y a une partie, c'est sûrement en HLM, ou alors c'est dépensé vraiment n'importe comment. Mais une partie de ces 38 milliards, évidemment, est destinée à t'aider à faire des travaux parce que tu n'es pas assez responsable pour gérer un budget. Tout ce que tu dois retenir là-dedans, c'est que même si il risque d'y avoir un effet mouton, que si tu as un appartement en copropriété, que tu vois tout le monde s'exciter, toi, prends du recul, reste en arrière. Dis-toi que tant que tu fais des beaux appartements, la lettre, tu t'en fous, le reste suivra. Moi, je sais que peu importe la lettre que j'ai sur le seul appartement que j'ai en copro, je sais que même si ma lettre est en dessous des autres, je serai le premier à louer parce que on a comparé tous les appartements et je sais que les miens sont les plus beaux. Donc au bout d'un moment, même si le locataire me demande le DPE, enfin quand quelqu'un pendant la visite me dit au fait au niveau du DPE vous êtes classé comment? Moi c'est simple, ils prennent la porte et ensuite je passe au suivant, je m'embête pas. Donc une fois que tout le monde s'excite, tu peux te dire aussi comment en profiter parce que comme dit souvent Christopher Wangen, pour ne pas le citer, on achète au son du canon et on vend au son du clairon. Donc si tu veux savoir quand est-ce que c'est le son du canon, c'est maintenant en fait. Donc après, pour arriver à repérer ce genre de choses, il faut se former. Surtout qu'en ce moment, tous les biens commencent à être vraiment négociables, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Moi, personnellement, j'achète tout le temps. Et là, en ce moment, je n'ai aucune raison de ne pas acheter parce que pour moi, ça vaut toujours le coup. Surtout que là, je peux vraiment bien baisser les prix.
Et ces prix d'aujourd'hui, évidemment, ce ne sera pas le prix de demain, à la hausse ou à la baisse, peu importe, à partir du moment où pour moi c'est rentable vis-à-vis de mes chiffres à moi, je n'ai aucune raison de ne pas acheter. Le taux d'intérêt, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai négocié. Et puis au-delà de tout ça, sur le marché, ceux qui se lancent dans l'immobilier ou qui sont très jeunes, qui ont juste 1, 2, voire 3 biens, eh bien ces gens-là ne sont plus sur le marché. Donc en fait, ça te fait beaucoup moins de concurrence. Et quand tu as compris ça, tu sais que la négociation devient encore plus facile. Bien, avant de te parler de méthodes d'apprentissage efficaces, j'aimerais te parler de comment repérer un locataire qui ne va pas te payer. Alors, si tu n'as pas investi, tu verras qu'au fur et à mesure, en fait, tu commences à avoir une accoutumance à tout ça et une récurrence à voir qui c'est qui va te payer ou qui c'est qui va avoir du mal à te payer au fur et à mesure des échanges, en fait. Et donc je vais te sortir déjà les phrases ou les choses en fait que j'ai repérées qui me semblent quand même assez importantes que tu vas voir. Donc tu as souvent des gens qui te flattent ou qui te disent quelque chose qui n'est pas très logique et c'est ces petites choses qui font que quand tu arrives à les repérer, tu sais qu'il ne faut pas que tu le prennes en tant que candidat locataire. Pour la petite anecdote, moi là par exemple je suis en train de relouer mon local commercial. Suite aux visites que j'ai eues, la deuxième visite, c'est la personne que j'ai prise pour mon local commercial. Cette personne, en gros, si je devais la noter au niveau locataire, entre locataire parfait, c'est 10 sur 10, et locataire imparfait du 0, c'est Sabri Dridi. Enfin, tu sais de quoi je parle si tu as écouté mes précédents podcasts, pardon. Mais en gros, elle, je la noterais du 6 sur 10. C'est une personne plutôt proche de la retraite, je dirais, mais qui n'aura pas de soucis pour payer. Mais je sais que l'argent lui coule littéralement entre les doigts. La première chose qu'elle fait, c'est elle veut ne pas avoir de dette, payer tous ses crédits. Elle restait locataire toute sa vie, aussi bien dans son logement que dans les locaux professionnels. Et ça, je pense que c'est une erreur, un problème, c'est qu'on n'a pas d'éducation financière, donc évidemment, cette personne ne sait pas que faire des crédits, ça peut être une bonne chose parce qu'il y a de bons et de mauvais crédits. Après, je ne juge pas, là, évidemment, elle est proche de la retraite, ce n'est pas le moment de faire un prêt, mais plus jeune, je pense que c'est ce qu'elle aurait dû faire, je pense que c'est ce que même tout le monde devrait faire au moins une fois. Donc bon, je sais que je vais être payé, j'ai eu la caution, en plus je fais un bail notarié comme ça, je ne serai pas embêté. Puis bon, de toute façon, si je le suis, ne t'inquiète pas que je te préviendrai très très vite. Mais dans tous les cas, je vais te donner en gros les choses qui me sont arrivées face à des locataires qui avaient du mal à payer ou alors aux gens que j'ai pu repérer qui n'allaient pas payer et évidemment que je n'ai pas prises. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir assez évident. Donc premièrement, quand tu mets une annonce, les personnes qui t'envoient un message du style quels sont vos critères ou quelles sont vos exigences. Bon, déjà, mes exigences, c'est pas toi. Quand tu m'envoies ça, je sais que ça va être un truc hyper alambiqué, hyper compliqué. Oui, bonjour, alors je suis une mère célibataire, j'ai 6 enfants, est-ce que votre studio est disponible pour moi ? Voilà, alors tu peux rigoler, mais j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu un homme qui m'a appelé, ils étaient, je crois, 6 ou 7 pour un T2 de 70 mètres carrés. Et le mec m'a dit ah non, mais je vous appelle parce que vous êtes pas cher pour un 70 mètres carrés. Mais le mec, en fait, il vit à Paris, moi je suis dans le sud-ouest, et on m'a sorti ça. Ensuite, j'ai eu une mère célibataire qui avait un enfant en bas âge et qui voulait prendre un studio. Et non, en fait, c'était pas du tout adapté. Il y avait un seul lit, c'était tout petit. Là, il y avait vraiment un problème. Ensuite, deuxième étape, les personnes qui viennent en retard. Moi, c'est simple, les gens qui viennent en retard, automatiquement, je leur envoie un message sur lequel j'écris tout simplement « Bonjour, suite à votre retard pour la visite de l'appartement, votre candidature est automatiquement exclue. Bon courage pour vos recherches. » Et ça, crois-moi, ça m'aide beaucoup parce que d'une année à l'autre, en fait,
les mêmes personnes vont me redemander encore les appartements. Et la dernière fois, c'était cette année, j'ai une personne qui m'a redemandé, pareil, à visiter l'appartement. Mais en fait, si tu veux, quand tu as par exemple l'annonce sur le Bon Coin, il y a ton numéro de téléphone, donc automatiquement, ils écrivent le message: «Bonjour, est-il possible de visiter l'appartement?» Et du coup, je leur dis: lisez le message précédent. Voilà, au moins comme ça, c'est clair et net. Et je ne donne pas suite. Comme ça, tous les ans, je n'ai pas besoin de m'embêter parce que ça revient souvent. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est les mêmes personnes. Comme par hasard, l'année précédente, elles n'avaient pas d'appartement, et l'année suivante, et encore après, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, au moins les personnes à problème, ça me les exclut. Puis j'arrive au moins à faire le tri des patates beaucoup plus facilement. Donc, c'est automatique, si tu es en retard chez moi, tu ne viendras pas. Si tu es en retard pour la visite, tu seras en retard pour le loyer. Bon, attention, si c'est quelqu'un qui a 3 heures de route et qui t'envoie un message avant pour te dire: «Excusez-moi, il y a des bouchons à tel endroit où il y a eu un accident, je suis en retard pour telle raison», et qui te préviennent à l'avance, ou alors qui t'appellent au moment du rendez-vous, juste à l'heure pile ou 5 minutes avant pour te prévenir qu'ils sont en retard et qui te donnent une raison valable, là d'accord, ça peut arriver à tout le monde. Mais quelqu'un qui arrive en retard et qui ne te dit rien, moi c'est simple, je ne les fais même pas rentrer. Je dis: «Non, vous pouvez partir». Parce qu'une personne en retard, ce sera une personne en retard sur le loyer. Voilà, la façon de faire une chose, c'est la façon de tout faire. Ensuite, tu as les personnes qui arrivent, qui te disent: «Il n'y a pas de problème pour le loyer, vous serez payé». Déjà, à partir du moment où tu te justifies alors que je t'ai rien demandé, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Si tu te justifies pour te dire, surtout du loyer, normalement, c'est alors que moi, je ne t'en ai pas parlé déjà d'avance dans la conversation. En fait, généralement, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'argent. Si il n'y a pas de problème, cherche pas à dire. De toute façon, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu ne prends pas la personne. Ensuite, il y a 2 types de personnes qui sont complètement à l'opposé. La personne qui a l'air super parfaite et l'autre complètement imparfaite. Alors, on va commencer par l'imparfaite. C'est la personne qui vient et qui cherche le moindre petit détail pour essayer de négocier le loyer, pour dire: «Ah, vous n'avez pas ça, vous voulez pas l'ajouter? Ah, alors du coup, le loyer n'est pas négociable». Ou alors: «Ah ouais, il y a quand même quelques petits trucs et tout». Alors, le mec, il me cherche des noix, surtout à moi, qui fait des appartements complètement neufs. Alors déjà, pour trouver les problèmes, il faut arriver à les trouver. Mais imaginons qu'il trouve genre une petite tache sur un mur ou, je sais pas, n'importe quoi, un truc qui est mal rangé ou une disposition qui ne lui plaît pas. Le moindre petit truc. Bon, cette personne, déjà, tu la prends pas parce que si elle est chiante, alors peut-être qu'elle va payer son loyer, mais si elle est chiante dès le départ, tu vas avoir des problèmes tout le long. Là, il y a un bâtiment que j'ai acheté il y a quelques mois, avec des locataires déjà en place. Il y a un locataire qui apparemment me disait: «Ah oui, j'ai des problèmes, l'ancien propriétaire ne me répondait plus, tout ça». Je dis: «Bon, c'est bizarre, moi pourtant je suis pas comme ça». Eh bien en fait, j'ai appris qu'en fait le problème venait pas du propriétaire, c'est que le locataire t'appelle pour le moindre petit truc. Là, c'était un locataire qui dit: «Ah oui, la porte et tout, en fait, elle est pas peinte, j'aimerais que vous appelez un professionnel pour le faire venir. Ah tiens, vous avez les plombiers qui sont là, est-ce qu'ils peuvent faire moins de bruit? Ah, est-ce qu'ils peuvent venir pour la chaudière, pour me la réparer, pour tel truc?» Alors, oui, il faut réparer les choses et tout ça, mais là, en fait, quand les plombiers sont arrivés, il fait: «Non, mais en fait, il n'y avait rien à faire, c'est juste une vanne à tourner» ou ce genre de choses. Voilà. Quand le mec il est chiant au début, il est chiant après jusqu'à la fin. Donc si tu mets pas le haut là, quand tu l'as déjà, quand tu achètes l'immeuble avec, bon tu ne peux rien faire. Mais moi je filtre dès le départ et parfois, crois-moi, il vaut mieux ne pas louer que avoir ce type de locataire. Et comme je te disais, à l'inverse, tu as les gens trop gentils. J'ai déjà eu des gens qui arrivaient en me disant: «Ah non, vous en faites pas, moi je suis super clean, je suis non-fumeur, voyez même ça, sa moindre tâche et tout, moi il faut que je nettoie et tout, aucun souci, il n'y a pas de souci avec l'argent, je vous paierai dès le départ, moi je suis disponible tout de suite». Enfin voilà, le mec qui est trop parfait. Fais attention et surtout qui commence à te flatter. Alors ça c'est le pire, c'est les mecs qui te disent: «Ah non, en plus vous êtes beau gosse, puis le feeling il passe bien entre nous, ah ouais, vous devez savoir faire ceci et cela, il n'y a aucun souci, puis même s'il y a des travaux, moi je vous les refais gratuitement et tout». Voilà, tout ça, tu évites. Voilà, c'est simple, tu cherches pas, tu cherches quelqu'un de carré, ou alors même ce genre de personne qui commence à essayer de t'amanouer, qui te tutoie.
Cherche pas, c'est l'embrouille. Et après, en fait, ils cherchent le moindre truc pour après te la mettre à l'envers. Ensuite, tu as les personnes qui te disent ah non, j'ai pas de chéquier, donc du coup la caution je la donne plus tard au moment de l'état d'entrée. Si tu penses que la personne est bien, qu'au dernier moment elle ne te donne pas la caution, pour moi la caution maintenant je l'ai une semaine à l'avance. Si je l'ai pas une semaine à l'avance sur mon compte en banque, la personne ne rentre pas. Ou alors si elle ne veut pas, parce que ça peut être quelqu'un qui vient de loin, qui a fait seulement une visite virtuelle, ça m'est déjà arrivé, je les préviens, je dis écoutez, le jour où vous venez, j'ai un virement automatique, enfin un virement instantané. Donc ça coûte 1 € sur certaines banques, d'autres ça ne coûte rien du tout, mais je leur dis dès le départ, c'est virement instantané ou vous n'aurez pas les clés. Et là, généralement pour 1 €, crois-moi, la personne, elle va pas rechigner, elle va te faire le virement. Ou tu as aussi le même type de personne qui va te dire ah j'ai un problème de virement ou j'ai un problème avec ma banque. Voilà, j'ai eu un locataire ce mois-ci qui a eu un retard de loyer, donc ce n'était pas un impayé parce que c'était moins de 30 jours, mais qui m'a payé au bout de 20 jours. Donc j'ai mené ma petite enquête, au moment où je l'appelais, il ne répondait pas. Bon, évidemment c'est le locataire qui est là depuis un petit moment, donc je sais que c'est quelqu'un qui paye. Généralement, le mauvais payeur, il paye pas dès le départ. Ce locataire, bon, j'avais un peu plus confiance. Je savais évidemment où c'est qu'il travaillait parce que j'avais ses fiches de paie. Je suis carrément parti à son boulot auquel il ne travaillait pas, mais évidemment, quand je suis sorti de là où il travaillait, j'ai vu les employés téléphoner et j'ai vite compris qu'en fait, il téléphonait à mon locataire qui travaillait à 100 mètres. Il avait changé de boulot, mais bon, il n'était pas très loin. Et là, évidemment, il s'est mis, quand il a vu que je le recherchais, j'ai mis une enveloppe sur sa porte. J'ai vu qu'il avait pris l'enveloppe, je passais de temps en temps, et là, il a bien vu que je mettais un coup de pression qui avait augmenté d'un cran. Et là, il m'a répondu, et 3 jours plus tard, il m'avait payé. Alors, il m'avait payé une partie en liquide, une partie avec un chèque qui n'était pas le sien, mais un membre de sa famille. Donc, je sais que ce n'est pas un mauvais locataire, c'était juste un retard. Et son excuse, voilà où je voulais en venir, c'est qu'il avait un problème de virement. Alors qu'en fait, il venait juste de changer de boulot. Donc, je pense qu'il devait juste toucher le chômage, tu as un mois de décalage, il ne devait pas avoir d'argent ce mois-ci, il ne voulait pas me le dire. Peut-être que tu as un peu honte ou comme ça, c'est normal. Je ne le mets pas en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Je n'en parle pas parce que les gens peuvent se sentir mal quand tu te mets au chômage ou comme ça. Évidemment, j'étais au courant, je ne dis rien, je sais que je vais avoir l'argent et ensuite c'est très vite régularisé. Évidemment, je lui dis attention, dans 2 semaines, il y aura le nouveau virement pour le mois prochain. Là, je ne veux pas le louper, sinon je suis sur le pas de la porte. Et là, il m'a dit non, mais là, j'ai la paye de mon nouveau boulot, il n'y a aucun souci. Et bien, on verra à partir de début octobre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons les gens qui ont une situation aussi assez bizarre. Les gens qui te disent oh je suis au camping depuis quelques années avec ma famille mais là il veut nous virer, du coup il faut qu'on parte de façon urgente. Alors tous les gens qui te disent c'est urgent, à chaque fois j'ai eu des problèmes. Il y a des personnes, j'ai voulu les arranger, oui c'est pour mon fils mais c'est urgent, est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Alors quand la personne te dit bon c'est pour mon fils ou ma fille, généralement les parents payent et il n'y a pas trop de soucis quand c'est des étudiants. Mais quand ils te disent c'est urgent, je vous le prends là après-demain ou après-demain, il faut le faire tout de suite. Et bien souvent, ces gens-là, le jour de la signature, ils ne viennent pas. Alors c'est quelque chose qui m'est arrivé, ou alors ils viennent, ils restent 1 mois et ensuite ils repartent. Donc les gens qui sont hyper pressés, toi n'oublie pas, tu n'es pas pressé d'avoir de mauvais locataires. Voilà, retiens bien ça. Les gens qui sont hyper pressés, souvent il y a moyen qu'ils se fassent virer de chez eux. Bon, quand c'est des étudiants, t'as pas trop de chance que ce soit ça. Mais une personne qui arrive de nulle part dit ouais, je suis très pressé, fais attention. Qu'il y a une urgence, généralement, il n'y a pas d'urgence. C'est de ton côté, il faut pas qu'il y ait d'urgence. Tu restes carré, même si tu es pressé d'avoir un loyer parce que c'est ton premier ou comme ça, ne cherche pas. Prends 1 semaine de plus, fais encore des visites, prends ton temps si tu n'en as pas eu assez. Et fais en sorte de ne pas être pressé. Voilà. Essaye pas d'arranger les gens. Souvent, quand tu es trop gentil, c'est là que tu vois que tu as les problèmes qui arrivent. Ensuite, tu as les personnes qui te disent des choses bizarres, du style oh, je connais très bien le ou la capitaine de la gendarmerie. Bon,
Ça peut être assez bizarre. Comme je t'ai dit aussi précédemment, les personnes qui parlent des DPE. Ah oui, les DPE, bon, ça fait de la partie de la catégorie des gens chiants. Donc moi je les vire tout de suite. Et pour finir, toutes les personnes qui ont une situation bizarre que tu ne comprends pas, donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu ne les prends pas. Donc voilà, grosso merdo, comment repérer une personne qui ne va pas te payer. Après, tu verras au fur et à mesure, tu auras toujours le même style de profil. Les personnes qui sont honnêtes et les personnes qui dans leur tête sont malhonnêtes, tout de suite vont te répondre le même style de choses à chaque fois. Tu verras qu'il y aura vraiment un décalage avec ce type de personnes. Après, quand même, je dois te signaler, il y a deux types de profils que tu ne peux pas repérer. Les premiers, c'est ceux qui sont choisis par l'agence immobilière. Bon, c'est évident, quand c'est l'agence immo qui choisit, tu ne vas pas forcément vérifier. Encore que, moi, le dernier qui a été choisi par une agence, donc le fameux Sabri Dridi, j'aurais pu le vérifier parce que j'ai eu le temps de le rencontrer pendant une journée et je ne le sentais pas, mais là, c'était mon erreur, j'ai voulu faire confiance à l'agence. Et après, par contre, il y a un autre type où j'ai eu les deux côtés. En fait, c'est les gens qui te louent, mais c'est une entreprise qui te loue pour leurs employés. Alors, j'ai une partie qui a été louée par un restaurant. Donc, le restaurant, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec. En fait, ils louent tout le temps l'appartement. Donc, c'est l'entreprise qui loue. Et ensuite, c'est souvent des gens qui travaillent que pendant 6 mois. L'appartement est entretenu par le patron du resto. Et j'ai mes loyers. Donc, au moins, comme ça, je n'ai pas de turnover. Mais à l'inverse, j'ai une autre entreprise je ne sais plus si c'était un verger ou un chauffeur-livreur, qui lui aussi a décidé de louer l'appartement pour un de ses employés. Le problème, c'est que dès le premier employé, ça n'allait pas du tout. J'ai eu des problèmes, obligé d'appeler la gendarmerie et tout ça, de virer le mec menu militari. Et heureusement, le mec n'a fait que quelques mois. J'ai quand même été payé par le propriétaire de l'entreprise, mais après qu'il ait embauché ce mec-là, j'ai récupéré tout de suite l'appartement, j'ai dû même faire venir les assurances pour remplacer la porte d'entrée, et je lui ai dit que, évidemment, qu'on n'allait plus se revoir et plus faire affaire ensemble. Donc voilà, c'est vraiment les profils que tu ne peux pas vraiment repérer, parce que tu ne sais pas qui c'est qu'il y aura dans tes appartements. Ok, sans transition, maintenant nous allons parler de méthode d'apprentissage. Donc ça, c'est ce que j'ai vu pendant un séminaire, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était il y a longtemps, et je me suis dit que ça peut être quand même très utile. Donc en gros, c'est le cône d'apprentissage, c'est qu'est-ce que nous avons tendance à retenir au bout de 2 semaines. Quel pourcentage de choses nous arrivons à retenir au bout de 2 semaines, et je vais t'expliquer aussi comment est-ce que moi je l'ai utilisé. Donc premièrement, sur ce que nous lisons, c'est la pire chose. Donc c'est la pire chose, c'est malheureux, mais nous ne retenons que 10% de ce que nous lisons au bout de 2 semaines. Ça, c'est assez malheureux parce que la plupart des connaissances, en fait, sont dans les livres. On fait très peu de films de ce qui se trouve dans les livres, surtout niveau business, autrement dit ce qui nous intéresse, niveau santé et tout ça. La majorité des choses sont dans des livres et malheureusement, nous n'arrivons à retenir que 10% au bout de 2 semaines de ce que nous avons lu. Ensuite, nous arrivons à retenir 20% de ce que nous entendons. Donc, entendre des mots, là, j'ai envie de te dire, vive audible. Donc, les livres audio, finalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Malheureusement, tu n'as pas tous les livres de la planète. Mais s'il y a quelques livres business qui existent en livre audio, eh bien, je te conseille de prendre un abonnement Audible. Crois-moi, ça vaut le coup parce que tu apprends pas mal de choses et tu retiens beaucoup plus facilement. Ensuite, nous gardons 30% de ce que nous voyons. Donc, regarder des images te permet de mémoriser ta mémoire. De toute façon, c'est comme ça aussi qu'elle réfléchit. Si tu te dis ne pense pas à un ours rose, eh bien là, tu visualises un ours rose dans ta tête. Déjà, ton cerveau ne comprend pas la négation, mais en plus de ça, il réfléchit en images. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'aide à me rappeler des questions que je dois poser quand je visite un bien immobilier.
En fait, j'ai un certain nombre de questions. Attends, je vais les faire en direct. J'en connais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai 7 questions. Et ces 7 questions, en fait, quand je les compte et que je les vois, en fait, ce sont 8, pardon. J'ai même 8 questions. Ces 8 questions, en fait, je n'ai pas besoin de me mémoriser les phrases parce qu'en fait, j'ai des images dans ma tête qui sont représentées dans une pièce de ma maison que je connais très bien. C'est des images assez folles et en fait, ces images me permettent de me rappeler les questions que j'ai besoin de poser à l'agent immobilier. Donc, c'est une méthode comme une autre, mais c'est quelque chose en fait auquel j'ai accès très rapidement. Donc, on retient 30% de ce que nous voyons au bout de 2 semaines. Ensuite, pour les 50%. Donc là, nous retenons 50% de quand l'on visionne un film, quand l'on assiste à une démonstration ou quand l'on visite par exemple un musée ou une exposition. Et ensuite, observer sur place. Donc tu es assis quelque part et tu observes quelque chose sur place qui se déroule. Donc tout ça, nous arrivons à le retenir à 50%. Donc la moitié de ce que tu vois, tu le retiens au bout de 2 semaines. Donc voilà pour le côté passif des choses. Après, il y a le côté actif. Côté actif, il y a prononcer un discours et participer à une discussion. Là, tu arrives à retenir 70% de ce que tu dis. Voilà. Quand tu participes à une discussion, tu retiens 70% au bout de 2 semaines. Ou alors que tu fais un cours, que tu prononces un discours devant tout le monde. Voilà. Et toujours pour le côté actif, le meilleur, alors en partant du bas vers le haut, tu as donné une présentation spectaculaire, faire une simulation et mettre en pratique. Donc donner une présentation spectaculaire, c'est comme les images que tu arrives à retenir dans ta tête qui sont spectaculaires. Et donner une présentation, c'est comme un peu moi quand je fais des cours ou que je donne quand je fais par exemple ces podcasts, j'arrive à en retenir une grande partie parce que je suis obligé de me corriger moi-même, de faire mes propres recherches et d'apprendre et ensuite d'enregistrer le podcast. Donc tout ce que je dis, je sais que je l'enregistre du coup à 50%, voire à 70%. Donc prononcer un discours, c'est 70%. Et donner des cours, on arrive plus dans les 90%. Et pour ce qui est de faire une simulation, je vais comparer à ce que nous l'on faisait à l'armée. On en faisait ce qu'on appelle du drill. Donc par exemple, quand tu faisais du combat, que tu rentrais dans une pièce et tout ça, que tu partais de droite à gauche, que tu te poussais, tu faisais tout physiquement. En fait, ça, c'était vraiment c'est entre la mise en pratique et la simulation. Tu simules en fait que tu es en train d'aller rentrer chez les terroristes et tout ça. Bon, je sais que ça te paraît bizarre de parler parce qu'on est vraiment dans un domaine de business, mais là, je te fais par rapport à ce que moi je faisais à l'armée. Quand on rentrait dans les pièces, qu'on tirait des balles à blanc, qu'on mettait les mecs à terre et tout ça, c'était une simulation. Et 90%, c'était l'une des meilleures façons d'apprendre. Là, tu retenais 90% de ce que tu avais fait 2 semaines plus tard. Et ensuite, tu as la mise en pratique. Donc là, quand tu vas visiter tes biens immobiliers, que tu vas négocier, là, là, c'est vraiment le top du top. Et pour la petite anecdote, quand moi, je faisais des cours à l'armée, donc quand je faisais des cours, on va dire, en classe, parce que tu as aussi des cours, c'est comme à l'école, souvent c'était juste des PowerPoint, tu avais des images, il fallait lire. Pour que mes élèves arrivent à mieux mémoriser les choses, exemple tout simple, on devait mémoriser des centaines de chars différents. Évidemment, tu voyais les chars que pendant le cours, après tu les avais pas forcément sur toi dans tes cours, tout ce que tu avais, c'est ce que tu avais écrit. Donc pour que moi, les mecs arrivaient à mémoriser, je téléchargeais carrément les vidéos des chars que l'on devait mémoriser et bizarrement, les militaires avaient de meilleures notes parce qu'ils mémorisaient beaucoup mieux les chars en vidéo et ensuite je leur racontais une histoire par rapport à ça. Je leur disais, écoutez, par rapport à ça, si vous avez besoin de lui tirer dessus, vous le tirez sur le côté. Imaginez, vous êtes dans le civil, vous le croisez, vous pouvez tout de suite le repérer et dire à n'importe qui, ça c'est tel char, il y a tant de personnes dedans, l'obus qui tire c'est telle chose et tout ça. Donc voilà, bon, évidemment, il faut que tu transposes ça à l'immobilier, mais bon, tu peux transposer ça à tous les domaines de ta vie. Essaie d'utiliser un maximum d'images, de choses spectaculaires. Et si tu veux apprendre de toute façon,
le mieux ce sera de faire de la pratique. Bien, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Je réponds à une question que j'ai vue passer juste avant de terminer. La question était si je fais un prêt à taux zéro pour ma résidence principale, est-ce que je peux louer ensuite? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Théoriquement, tu n'as pas le droit de louer ta maison si tu as fait un prêt à taux zéro. Si la banque s'en aperçoit, imaginons que tu as fait 20 000 euros de prêt à taux zéro, que tu décides de louer l'entièreté de ta maison, tu dois tout rembourser d'un seul coup. Mais, il y a une petite astuce que moi-même j'ai utilisée. Premièrement, moi mon cas est assez spécial, c'est que quand j'ai acheté la maison avait 2 adresses. J'avais le numéro 5 et le numéro 3, sachant que j'achetais avec le prêt à taux zéro le numéro 3. Le local commercial qui se trouve à mon rez-de-chaussée est le numéro 5. Donc en fait, il fait partie des biens, enfin des lieux, mais il n'était plus loué et au niveau des impôts, les anciens propriétaires étaient déjà passés pour dire non, c'est plus un local commercial, ce n'est plus loué. Alors qu'il y a encore la boîte aux lettres, il y a encore tout. Quand moi j'ai récupéré la maison, je me suis mis à louer évidemment le local commercial. Donc le local commercial est loué, mais ce n'est pas le numéro 3, c'est le numéro 5. Donc en fait, ce n'est pas ma maison qui est louée, c'est un local à part. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, tu peux louer normalement en colocation, parce que tu vis encore dans ta résidence principale et tu loues à des personnes pour qui ce ne sont pas leur résidence principale. Donc même si théoriquement, en fait, même si tu louais l'entièreté de ta maison, j'ai envie de te dire qui c'est qui le verrait. Parce que sur le contrat, ok, la banque elle t'a dit, ok, l'État nous dit qu'il vous accorde un prêt à taux zéro, parce que c'est pas vraiment la banque, c'est le prêt à taux zéro, ça vient vraiment de l'État. Et ils te disent, ok, le prêt à taux zéro, attention, vous n'avez pas le droit de le louer, de louer votre bien, d'utiliser ça. En gros, c'est juste pour pas utiliser le prêt à taux zéro, en fait, c'est pour pas l'utiliser pour investir dans un bien que tu vas louer. Voilà. Mais ils peuvent vraiment s'en rendre compte si tu fais un deuxième achat pour ta vraie résidence principale alors que tu as fait un prêt à taux zéro pour une autre, pour ta fausse résidence principale. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien. Là, évidemment, ils peuvent te toper. Par contre, si tu vis dans cette maison, que c'est ton adresse principale, c'est là où tu reçois tout ton courrier, toute la banque et tout ça, tes sociétés, si elles sont plotées là, en gros, si c'est là où tu reçois tout, évidemment, personne ne verra rien. Si en plus tu décides de faire une colocation, là on te dira rien, la banque elle sait qu'elle sera payée et donc attention aussi, c'est que dans les 5 ans, tu as le droit de te mettre à la louer au bout théoriquement de 5 ans. Le prêt à taux zéro, alors attention, je peux dire une erreur, je peux faire des erreurs sur ce que je dis. Là, je fais vraiment tout de mémoire par rapport au contrat que moi j'ai eu. Il se peut que les contrats soient différents, mais je ne pense pas me tromper en te disant que si ta résidence principale, tu décides finalement aller ailleurs, tu as le droit de la louer et du coup de te mettre toi en location ou de prendre une nouvelle résidence principale. Au bout de 5 années, en fait, tu es libre. Voilà. Par contre, si tu le fais avant, tu dois rembourser la totalité du prêt à taux zéro. Et généralement, si tu as fait un prêt à taux zéro, c'est que tu as réussi à ne pratiquement pas payer d'impôts, ou alors avoir une imposition assez basse, ou alors faire comme moi, avoir acheté plein d'immobilier, avoir fait tellement de travaux que tu as baissé ton imposition. Et oui, parce que si tu n'es pas au courant, tu peux arriver à payer moins d'impôts une fois que tu achètes des biens immobiliers. Moi, avant, je payais des impôts, beaucoup d'impôts quand j'étais à l'armée. Enfin, beaucoup d'impôts, tout est relatif, mais j'en payais quand même pas mal. Je parle d'impôts sur le revenu. Et une fois que j'ai acheté mon premier bien immobilier, je n'ai plus payé d'impôts pendant 7 années d'affilée. Donc, évidemment, quand l'État te demande ton impôt sur le revenu et que tu n'en payes plus, eh bien, ça t'aide à avoir ton prêt à taux zéro et plein d'aides. Voilà. Comme quoi, le système est mal foutu. Mais bon, bref. Tant qu'il est à ton avantage, j'ai envie de dire, profitez-en. Donc, nous arrivons véritablement cette fois-ci à la fin de ce podcast. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur mon Instagram. J'y répondrai avec un très grand plaisir. Et puis, ça permet de faire mes petites recherches.
Je pense connaître déjà le sujet du prochain podcast. J'ai envie de parler de la maison qui s'est fait, du propriétaire qui est passé au bulldozer chez son locataire pour la mettre aux 80. Et donc, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, bon sport si tu fais du sport, bonne conduite si tu m'écoutes en conduisant. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.